Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité ce soir, Nathalie Kosciusko-Morizet, vice-présidente déléguée de l'UMP, députée de l'Essonne, présidente du groupe UMP au Conseil de Paris. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Bonsoir et bienvenue dans le grand studio d'RTL pour ce grand jury dont vous êtes l'invité, Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés pour vous interroger, Alexis Brézet du Figaro et Éric Revel d'LCI. Les professionnels de santé ont donc manifesté massivement cet après-midi à Paris contre le projet de loi de Marisol Touraine. C'est un texte qui prévoit notamment de mettre fin à l'avance de frais des patients chez leurs médecins, ce qu'on appelle le tiers payant. Cette généralisation du tiers payant, c'est ce qui suscite le plus de contestations. Après la mobilisation d'aujourd'hui, Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'est-ce que vous attendez de la ministre de la Santé? Qu'elle retire son projet. La ministre de la Santé a réussi à faire l'unanimité contre elle. C'est pas facile dans un milieu comme le milieu médical. Là, tout le monde est dans la rue, tout le monde est opposé à son projet, et à la fois pour des raisons de fond et pour des raisons de méthode. Pour des raisons de méthode, parce que la manière dont elle l'a fait est ni fait ni à faire. Elle s'est mis les uns et les autres à dos, les uns après les autres. Elle propose une concertation maintenant, alors que le projet est en train d'arriver à la discussion. Enfin bon, la concertation après la mise en œuvre du projet, tout ça est absurde. On va et parler pour du des fond, raisons de mais fond, on n'a pas l'habitude d'entendre une responsable de droite dire qu'il faut céder à la rue. Mais attendez, céder à la rue, ça dépend pourquoi, ça dépend sur le fond. Est-ce que la revendication, est-ce que les motifs de manifestation des professions médicales sont légitimes? Oui, c'est légitime. Ce projet est un mauvais projet. Rentrons dans le détail du projet. Mais, pardon, juste avant, vous dites qu'il faut le retirer ou il faut l'améliorer? Bon, c'est-à-dire que c'est aller tellement loin, évidemment, on pourra procéder par amendement, on essaiera, mais la base est difficile à transformer. Bon, rentrons dans le détail du projet. Le point qu'elle met en avant dans toute sa communication, c'est cette idée de tiers payant généralisé. C'est une idée qui, comme ça, a l'air généreuse. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de nos concitoyens, on le voit dans les sondages, Français, ils sont qui favorables. disent, bah oui, je comprends, mais quand vous regardez de près, ça n'est pas utile. Ça n'est pas utile parce qu'en fait, les personnes qui ont besoin de l'avance de frais en bénéficient déjà. Les personnes qui sont à la CMU, à l'AME, bénéficient déjà de l'avance de frais. Et en revanche, c'est dangereux, c'est compliqué. Ça va compliquer la vie des médecins. C'est manifestement pas du tout prêt, pas du tout préparé pour pouvoir être mis en œuvre. Et puis ça nous amène à une logique dans laquelle le médecin n'a plus de relation tarifaire, en quelque sorte, avec son patient. Il devient le salarié de l'assurance maladie. Donc en plus, c'est pervers. Sur l'idée, vous dites elle est généreuse, mais en réalité, elle répond à un besoin croissant de la population française. On peut citer un chiffre, 18 à 20% des Français, aujourd'hui, ne se soignent plus, renoncent aux soins, parce qu'ils n'ont plus les moyens financiers d'aller se faire soigner. Est-ce que le tiers payant généralisé, c'est pas une façon, tout de même, de réintégrer dans la communauté française des gens qui, parce qu'ils ont perdu leur emploi, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ne peuvent plus se soigner? Je ne crois pas, parce que les plus fragiles de nos concitoyens bénéficient déjà à travers la CMU, à travers l'AME, à travers un certain nombre de dispositifs, de l'avance de remboursement. En plus, les difficultés à avoir accès aux soins, elles existent. Elles sont surtout sur les soins dentaires, sur les soins optiques. Et ça, le tiers payant généralisé va rien modifier parce que c'est des problèmes de remboursement complémentaire et ce sont des problèmes de mutuelle. En revanche, le tiers payant généralisé risque d'accroître le déficit de l'assurance maladie, qui est déjà de plus de 7 milliards par an et qui, lui, in fine, pèse sur l'ensemble des Français, pèse sur l'ensemble du système et risque de le conduire à la faillite. Il y a des choses à faire. Je ne vous dis pas qu'il n'y a rien à faire. Je vous donne deux exemples. Vous dites que le tiers payant généralisé va inciter les Français à dépenser plus pour leur santé? En tout cas, il y a un risque derrière le tiers payant généralisé d'augmentation du déficit. Mais surtout, il y a des choses à faire qu'on ne trouve pas dans le projet de loi. Parce que je ne vous dis pas qu'on peut rester, je viens de vous parler du déficit, je ne vous dis pas qu'on peut rester dans cette situation. Parce que derrière tout ça, il y a la question quand même du financement de notre système de santé qui est en déficit chronique. Il y a des choses à faire qu'on ne trouve pas dans le projet de loi. D'abord, il faut s'adresser à tous ceux qui ont une pratique libérale, aux médecins libéraux. Et le gouvernement ne s'adresse pas à eux, il les invective, il a l'air perpétuellement, par le biais des uns ou des autres, de les traiter soit de nantis, soit de rentiers, ce qui ne correspond pas à la réalité. Et on est dans une situation dans laquelle la pratique libérale, progressivement,
attire de moins en moins. Aujourd'hui, moins de 10% des médecins sortis d'école, enfin diplômés qui peuvent s'installent en posant leur plaque, s'installent en activité libérale. Il est urgent de trouver des réponses à ça, et il y en a à travers la promotion de la pratique collective. Sur la question du déficit, qui est un autre sujet, il y a aussi des choses à faire. Je vous donne 2 exemples. En France, on pratique très peu les soins ambulatoires. On a seulement 30% en soins ambulatoires, alors que la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 80%. Ben oui, mais écoutez, 80% pour la moyenne des pays de l'OCDE, 30% en France. Ça correspond à la fois à une demande des patients, parce que c'est plus confortable. Enfin, il y a des situations dans lesquelles il faut être hospitalisé, mais c'est à la fois. Mais ça correspond. Il faut bien voir, c'est un sujet sur lequel on a à la fois une demande des patients, le bien-être des patients, le bien-être des familles, et ça coûte moins cher. Est-ce qu'il n'y a pas là un coin enfoncé, quelque chose à faire qui n'est pas présent dans le projet de loi? Je vous donne un deuxième exemple, moi, qui m'a beaucoup frappé. La débauche de ce qu'on appelle des soins inutiles. Il semble, sont des chiffres publics, que 30% des soins qui sont prodigués dans notre pays puissent être considérés comme inutiles. Ils ne correspondent pas à des... Qu'est-ce qui dit ça? Oui, d'où sortent ces chiffres? C'est des chiffres de la FHF. J'ai trouvé notamment... c'est souvent des pratiques qui sont corrélées en fait à certains types de populations médicales. Par exemple, si vous regardez une pratique chirurgicale qui est l'ablation de la prostate, vous avez 4 fois plus de personnes qui subissent une ablation de la prostate dans le Doubs que dans la Nièvre, à structure de population constante. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de praticiens qui la proposent. Il y a des réflexions à mener derrière tout ça. Il y a des vraies questions qui se posent. Je prétends que le projet de Marisol Touraine n'y répond pas. Et au contraire, s'attaque à des sujets... Donc vous lui demandez de le retirer. Et est-ce que vous nous dites, ce projet, quand la droite viendra au pouvoir, ou si elle revient au pouvoir, nous l'abrogerons? Moi, j'aime pas procéder comme ça par vous dites qu'il faut le retirer. Donc, je trouve que ce débat est très mal engagé et que ce projet devrait être retiré. Je trouve que ce débat il a été mal engagé sur la méthode et il ne porte pas le faire là où il faut sur les questions de fond. Ça ne veut pas dire qu'un jour il ne faudra pas une réforme. Non, mais le tiers payant, est-ce que vous nous dites, parce que tout indique que ça va se faire quand même. Je vais vous dire plus nettement encore ce que je pense. Je pense que ça ne se fera pas. Même si le projet est voté, ça ne se fera pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas prêt, que c'est très compliqué. Et d'ailleurs, la ministre de la Santé a commencé à rétro-pédaler en disant, alors je garde l'objectif de le faire, mais en fait, ça se fera pour l'essentiel après 2017. Vous ne trouvez pas que c'est louche? Moi, je trouve que c'est louche. Il y a une question derrière tout ça. Est-ce que les médecins sont suffisamment payés? 23 € pour une consultation chez un généraliste? Je trouve qu'on ne se pose pas assez la question de la territorialisation. Et, regardez. C'est-à-dire de faire varier les tarifs en fonction des zones géographiques. On devrait réfléchir plus en fonction de la proximité, en fonction des situations des uns et des autres. Et là, c'est le contraire qui est fait dans ce projet. On va vers une réétatisation du système. Quand vous avez des coûts fixes importants, quand vous êtes dans des lieux où c'est plus cher, ou alors quand vous êtes dans des endroits moins attractifs, vous devriez pouvoir bénéficier d'accompagnement différent. Bon, 23 € par consultation en secteur 1. Les praticiens disent qu'ils ont à peu près 5 minutes entre 2 consultations de travail administratif. Ça veut dire qu'ils sont payés en gros 69 € de l'heure. Lorsque votre famille politique était au pouvoir, elle s'est heurtée à cette demande d'augmentation du prix de la consultation. Et là, vous n'aviez pas les médecins avec vous. Donc ma question est très simple. Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus facile de parler de cette population professionnelle, celle des médecins, lorsqu'on est dans l'opposition, que lorsqu'on est aux affaires? Et je ne vous dis pas que c'est simple. Je vous dis qu'il y a un déficit de l'assurance maladie de plusieurs milliards d'euros. On pourrait parler d'ailleurs aussi dans tout ça, du coût de l'AME, qui est un sujet un petit peu différent, mais c'est l'ensemble de notre système qu'il faut qu'on regarde. Et si quelqu'un avait la baguette magique, ça aurait déjà été résolu. Simplement, je viens de vous donner 2 exemples. Attendez, Éric Revel, je finis. Je viens de vous donner 2 exemples. Je viens de vous donner 2 exemples de sujets sur lesquels on peut économiser de l'argent, et beaucoup d'argent, et le faire au bénéfice du patient. L'ambulatoire, c'est à la fois des économies et au bénéfice du patient. Alors, la lutte contre les soins inutiles, c'est à la fois de l'économie et du bénéfice du patient. Parce que les soins inutiles, c'est d'abord vous qui ont... Voilà. D'un mot, Éric Président et Frédéric Valletoux, UMP. J'ai une question très simple. Quand on regarde le nombre d'établissements hospitaliers, on va faire une petite comparaison entre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Il y en a 2800, près de 3000 de répertoriés en France, 2000
seulement en Allemagne et 640 au Royaume-Uni. Est-ce que, alors on va peut-être pas comparer la protection santé au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, mais est-ce que là aussi c'est pour vous un sujet de réflexion et un gisement d'économie de regarder la cartographie des établissements hospitaliers et leur nombre? Bien sûr, les choses sont difficilement transposables, vous l'avez dit, entre les différents pays européens. Mais oui, il y a des établissements qui, quand ils ne pratiquent pas suffisamment d'actes, donc il y a trop d'hôpitaux. Je ne sais pas si vous pouvez dire comme ça qu'il y a trop d'hôpitaux. Il y a un problème de spécialisation. Et puis, il y a des situations dans lesquelles vous pouvez fermer un site, mais sous deux garanties, sous deux conditions, deux garanties à donner à la population. D'abord, la garantie d'un transport rapide, d'un soin qui, en fait, du coup, sera de meilleure qualité et au moins aussi accessible. Et puis, la garantie d'un séjour en proximité quand vous avez besoin de soins de suite. Il y a un certain nombre de sites qui peuvent être accompagnés dans cette direction. D'accord. À côté du tiers payant, il y a un autre sujet dans la loi Touraine, c'est la généralisation de l'expérimentation des salles de shoot, des salles d'injection sur plusieurs années. Vous en pensez quoi ? Moi, je ne suis pas favorable. Je ne suis pas favorable avec tous nos amis du groupe UMP au Conseil de Paris, dont beaucoup sont présents ici ce soir. On n'est pas favorable parce qu'on pense que c'est une fuite en avant. On n'arrive pas à lutter contre le trafic, on n'arrive pas à lutter contre la consommation. Est-ce qu'on se donne d'ailleurs tous les moyens pour lutter contre le trafic ? Et donc, on fuit en avant. C'est vrai qu'on constate qu'il y a des quartiers dans lesquels la consommation pèse sur le voisinage. Et pour résoudre ce problème-là, on propose de l'encadrer, de l'organiser. Mais c'est une fuite en avant qui a un impact symbolique parce que à partir du moment où vous organisez, c'est comme si vous acceptez, vous tolérez, vous rentrez dans une logique qui est celle-là. Et puis dans ces salles, on prévoit absolument aucun soin. Il faut bien que nos auditeurs entendent ça parce que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément très bien ce qu'il y a derrière le terme salle de shoot. Et puis après, la gauche essaye d'utiliser des mots, vous savez, comme toujours, qui font mieux. Alors, la salle de consommation à moindre risque, on a comme ça plein de mots très fleuris. Bon, la vérité, c'est que c'est un endroit dans lequel vous allez pouvoir trouver du matériel propre. Ça, c'est déjà possible dans les hôpitaux, les seringues, tout ça. Ça, c'est déjà fait. C'est un endroit dans lequel vous allez pouvoir consommer la drogue que vous avez achetée à l'extérieur avec une espèce d'accompagnement médical, de contrôle de la consommation, de la qualité. Mais en aucune manière, vous ne trouverez un soin qui vous permettra de vous en sortir. Il y a une autre mesure dans le projet de loi de Marisol Touraine concernant cette loi santé, c'est des paquets de cigarettes neutres. Quelle est votre position sur cette idée ? Donc, sans indication de marque, sans indication de marque, sans logo, sans marketing. Est-ce que pour vous, c'est une mesure qui ferait baisser, notamment auprès des plus jeunes, la consommation de tabac dans notre pays ? Écoutez, pourquoi pas ? Ça, j'ai pas d'idée préconçue. Je me souviens d'avoir... c'est très compliqué. Ah, méfiez-vous, parce que les buralistes sont contre et d'autres aussi. D'accord. J'avais regardé dans le temps cette question des messages de santé publique, des messages qui touchent leur cible ou pas. Et c'est très compliqué. Je me souviens que sur les paquets de cigarettes, par exemple, le message « Fumer tue » marche absolument pas sur la jeunesse, qui est une cible de l'industrie du tabac et qui consomme de plus en plus. Fumer tue, ça marche pas du tout. En revanche, fumer donne des rides ou fumer rend impuissant, alors ça, c'est très efficace. Donc il faut réussir à calibrer le message et à calibrer l'outil en fonction du public. Je voudrais qu'on parle d'une autre loi, autre sujet, mais on parle finalement toujours de médecine. Mardi prochain à l'Assemblée, vote solennel de la loi sur la fin de vie. Est-ce que vous la voterez ? Oui, je suis favorable à cette loi, la loi Leonetti-Claes, qui procède d'un travail transpartisan. Pour moi, la matrice de ce qu'on fait en matière de fin de vie, c'est la loi Leonetti, qui date du milieu des années 2000. Je trouve qu'elle n'est pas encore tout à fait assez connue et assez appliquée, c'est-à-dire que vous avez des équipes médicales, parfois encore, qui manifestement ne sont pas complètement au fait de ce qu'il y a déjà dans la loi existante. Et là, on va rajouter des dispositions qui vont... Pour l'appliquer bien, il faut avoir des dispositifs de soins palliatifs, et il n'y en a pas encore assez. On en avait augmenté le nombre du temps du quinquennat précédent. De mémoire, on avait 2000 lits en 2007, on était passé à 5000 en 2010, je crois. Malheureusement, c'est un mouvement qui a largement été ralenti après 2012, et c'est dommage, parce qu'il n'y en a pas du tout assez. Pour appliquer bien la loi Leonetti, il faut des lits de soins palliatifs. La nouvelle loi, en fait, elle propose de s'inscrire dans la suite avec deux nouveaux dispositifs qui sont de rendre plus contraignants les dispositifs anticipés.
les directives anticipées qui sont les décisions que les malades prennent avant de tomber malade. Ça, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes, un certain nombre de médecins qui se disent en conscience, moi, je ne veux pas mettre fin au jour d'un patient. Les directives anticipées ne vous permettent pas de demander, par exemple, l'euthanasie, parce que c'est ça que vous dites avec votre fin au jour. C'est la sédation terminale. Alors précisément, oui, les directives anticipées demandent, en fait, c'est la possibilité de demander à ce que tout ce qui est légalement possible soit mis en œuvre pour écourter les choses si vous étiez dans une situation qui ne vous permet pas de le dire en fait à ce moment-là. Quelque part, c'est ça. Tout mettre en œuvre et notamment la disposition phare de cette loi qui est la sédation terminale, c'est-à-dire l'endormissement. La phase terminale, donc ça c'est la possibilité quand on est quand ça va se finir, mais que on souffre, de plonger le malade en fait dans un sommeil profond. Mais c'est pas une forme de suicide assisté, parce que c'est ce que disent les gens qui critiquent ce texte. Non, c'est pas une forme de suicide assisté. C'est pas ça le suicide assisté. Moi, j'ai regardé ça très près. Je pense d'ailleurs qu'il y a des situations qui ne seront pas résolues par ce texte. Ceci dit, je suis pas du tout prête à évoluer vers ce qui est proposé, par exemple en Belgique ou en Suisse, qui là est le suicide assisté et l'euthanasie véritablement. La sédation profonde, c'est pas le suicide assisté, c'est le fait quand on est en phase de fin de vie, pour alléger la souffrance, de prendre un certain nombre faire un certain nombre de soins, de prendre un certain nombre de molécules qui, de fait, peuvent avoir un risque d'accélérer un peu les choses, mais c'est une histoire de quelques semaines. Enfin, vous voyez, c'est pas du tout le suicide assisté tel qu'il est pratiqué dans les pays voisins. Et je crois que c'est une bonne chose. Enfin, moi, je voterai cette loi. En revanche, je n'ai pas voté les amendements déposés par les socialistes qui, eux, allaient dans le sens de l'euthanasie. Et j'ai trouvé d'ailleurs assez... comment dire, pour moi, on n'introduit pas l'euthanasie par amendement, si vous voulez. Là, il y avait quelque chose... Cette loi, elle procède d'un travail transpartisan. C'est une bonne loi. Mais j'allais justement vous poser la question, est-ce que vous considérez que... au moins, pour parler de la méthode et pour ne plus parler du fond, que l'exécutif et les parlementaires s'y sont bien pris cette fois-ci sur cette loi? Ah, je pense que c'est une bonne chose. C'était ce qu'on avait fait déjà avec la première loi Leonetti. Je vous pose la question parce que la première loi Leonetti avait été votée à l'unanimité. Or, là, il n'y aura manifestement pas d'unanimité. Écoutez, en tout cas, c'était pour moi la même méthode. La loi Leonetti en 2005, je crois, c'était ça, c'était un travail transpartisan. Avec d'ailleurs à l'époque, je me souviens, des députés qui s'étaient impliqués, qui très souvent étaient des députés qui avaient été confrontés dans leur vie personnelle à une réflexion, de droite comme de gauche, à une réflexion sur ce sujet, et qui du coup avaient, mais je veux dire, même spontanément, naturellement, enfin sans se poser de questions, dépassé tous les clivages. Mais là, il n'y aura pas le consensus, effectivement, qu'il y avait sur le Leonetti, parce qu'il y a un certain nombre de députés de gauche qui vont dire, nous, on veut vraiment l'euthanasie, et puis un certain nombre de députés généralement de droite qui disent, mais c'est quand même un pas de plus vers l'euthanasie, on ferait mieux d'appliquer ce que vous disiez au début, la loi Leonetti. Mais s'il n'y a pas l'unanimité, moi, je trouve ça dommage, en tout cas, je la voterai. Nathalie Kosciusko-Morizet, on va changer de sujet complètement. Dans une semaine, la quasi-totalité des Français vont voter pour les élections départementales. Ce sera donc un test à l'échelle du pays. Jusqu'à présent, le Front National arrive en tête de la plupart des sondages. Mais aujourd'hui, il y a une enquête Harris Interactive pour M6 qui donne l'UMP allié à l'UDI devant, avec 32% d'intention de vote. Est-ce que terminer devant le FN, c'est un objectif qui est atteignable selon vous ? Écoutez, non seulement c'est atteignable, mais c'est souhaitable. Moi, je souhaite que les Français, nos concitoyens, les électeurs entendent que la seule possibilité d'alternance, le chemin pour l'alternance face aux socialistes dont très largement ils ne veulent plus, c'est le vote pour les candidats de l'Union UMP-UDI. Je dis les candidats de l'Union UMP-UDI parce que dans l'immense majorité des départements, c'est des candidats d'Union UMP-UDI qui se présentent au suffrage. Mais Marine Le Pen proclame partout où elle passe en campagne que le Front National est le premier parti de France, ce que semble démontrer quand même un certain nombre de sondages. Ça n'est pas le cas selon vous ? D'abord, le sondage que vous venez de citer dit le contraire. Donc voilà. À une nuance près, c'est que c'est l'alliance UMP-UDI, c'est-à-dire... Je vais vous dire ce que je pense. Il y a un jeu de Marine Le Pen terrain de jeu sur lequel elle retrouve Manuel Valls. C'est un jeu qui joue ensemble, qui consiste, elle, à dire je suis l'opposante principale, et lui à dire je ne parle que du Front National. On voit bien ce qu'il y a derrière ces discours, de son côté à elle et de son côté à lui.
il y a des deux côtés la même chose. Il y a cette idée qu'un face-à-face leur serait à l'un et à l'autre le plus profitable, puisqu'un face-à-face, c'est un tête-à-tête. Manuel Valls a pour objectif, avec ses dernières propositions, ses derniers discours, de faire monter le Front National, le faire monter tellement qu'à un moment, il n'y ait plus rien entre le Front National et le Parti Socialiste. Mais vous pensez vraiment qu'il a cet objectif-là? C'est-à-dire que vous l'accusez d'instrumentaliser et volontairement de faire monter le Front National? Le FN, vous savez ce que j'en pense. Je pense que c'est un vrai danger. Non, mais sur Valls lui-même. Je finis. Je pense que c'est un vrai danger pour la France. Et je pense qu'on ne joue pas avec ça. Et je crois que le Parti Socialiste, depuis longtemps, et ces derniers temps en particulier, Manuel Valls, avec ses déclarations... Très fracassantes, etc. Oui, je crois qu'il joue avec ça. Très précisément, je crois que les déclarations de Manuel Valls ont deux objectifs. D'abord, il y a un objectif interne. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus d'accord sur rien à gauche. Et comme ils ne sont plus d'accord sur rien que pour dire qu'il ne faut pas voter Front National, bon, voilà, il essaye de mettre cet argument-là en avant. On voit bien que... Mais vous lui déniez toute sincérité à Manuel Valls? Ah oui. Mais ah oui, je pense que ce discours... Attendez, comment vous dire les choses? Je pense que ce discours est un discours qui emporte une forme de cynisme, parce que ça ne fait pas baisser le Front National d'en parler autant qu'il en parle depuis des semaines. C'est pas vrai, ça ne fait pas baisser le Front National. Je reviens sur ce que je vous disais, Alexis Brézet. Je pense que ce discours a deux objectifs. D'abord, un objectif interne au Parti Socialiste. Rassembler le Parti Socialiste et la gauche. De rassembler le Parti Socialiste. Donc ça, c'est un objectif qui sert le congrès du Parti Socialiste. Manuel Valls, quand il dit ça, il a en tête le congrès du Parti Socialiste et pas l'intérêt des Français. Et puis, il y a un autre objectif qui est que c'est créer une forme de face-à-face, de tête-à-tête avec le Front National, alors que, si vous voulez, quand on est comme ça le chef de la majorité, on a une responsabilité qui est de répondre, de dialoguer et de débattre avec son opposition. Il fuit toutes les questions. Oui, mais quel serait l'intérêt de Manuel Valls de faire monter le Front National, sachant qu'au cantonal, le plus probable, c'est que la montée du Front National élimine le PS d'un nombre considérable de cantons. Il n'a pas intérêt à faire monter le Front National. Ben, je pense qu'il cherche le face-à-face. Je pense qu'il cherche le tête-à-tête. Malgré ça, il y a intérêt. Je pense qu'il y a une part de cynisme derrière tout ça. Éric Revel. Là, on parlait essentiellement du premier tour, savoir si le FN, l'UMP arriveront l'un ou l'autre en tête. Le premier tour engage beaucoup le deuxième, oui, absolument. Éric Revel. Alors, j'aimerais vous parler du deuxième tour, puis peut-être qu'on parlera aussi du troisième tour, c'est-à-dire la constitution de majorité pour élire des présidents de conseils généraux. Mais est-ce que vous pouvez profiter de l'occasion qui vous est donnée, Nathalie Kosciusko-Morizet, à ce grand jury, pour nous préciser votre position personnelle quant à les éventuels duels qui vont se présenter entre le Front National et le PS? Parce que le moins qu'on puisse dire... Et celle de l'UMP. Parce que le moins qu'on puisse dire depuis cette fameuse législative du Doubs qui a déchiré l'UMP, en tout cas de manière faciale, on n'a pas forcément très bien compris. Donc quelle est la position de l'UMP en cas de duel au deuxième tour entre le Front National et le Parti Socialiste? Et quelle est la position de Nathalie Kosciusko-Morizet, vice-présidente de l'UMP? Alors la question est claire et je vais vous y répondre très clairement. Il y a eu à l'occasion de la législative partielle du Doubs un vote au bureau politique de l'UMP sur cette question. C'est d'abord une très bonne chose qu'il y ait un vote et qu'il y ait un vrai débat. Ça a été un débat de plus de 2 heures. Le vote a été serré, ce qui d'ailleurs n'était pas forcément ce qu'auraient prédit les commentateurs. Et il a donné un court avantage à la position dite du ni-ni. Ce vote est acquis. Et donc aujourd'hui, c'est la position du ni-ni qui est celle de l'UMP. Ce sujet n'a pas été remis en débat depuis la législative partielle du Doubs, qui est proche. Est-ce qu'il ne sera jamais remis en débat? J'en suis pas sûre. Et on pourra peut-être parler tout à l'heure de la rénovation de l'UMP. On va vers un parti dans lequel les militants, les adhérents sont très souvent sollicités sur leur position. Moi, je pense qu'un jour, c'est une question sur laquelle ils devront s'exprimer et ils devront voter. Mais en attendant, pour les départementales, vous ne le contestez pas, le pour les départementales, c'est cette position. Parce qu'à l'époque, vous aviez dit, mais ça vaut que pour le Doubs, ça vaut pas forcément pour l'avenir. Non, je vous ai dit à l'époque la même chose que je vous dis aujourd'hui, qui est que les départementales, elles sont proches, et donc la position, elle ne va pas changer d'ici là. Et je vous dis ce que je viens de vous dire, qui est qu'un jour, je pense qu'il faudra solliciter les militants sur cette question. Et vous pensez que les militants vous suivraient sur une telle position, sur la position qui est la vôtre, qui consiste à dire, entre le Front National et la gauche, je choisis la gauche? Vous savez, je fais en ce moment, je fais vraiment le tour de France des meetings pour aller soutenir nos candidats au départemental. Jeudi soir, j'étais à Voipy, en Moselle, et j'étais accompagnée par de vos collègues journalistes auquel je disais dans le train en allant et qui m'a dit après le meeting, pour l'avoir entendu dans le meeting et vu dans les questions, qu'elle comprenait ce que je disais et qu'en fait j'avais raison. Nos militants
sont probablement plus raides à l'égard du Front National que nos sympathisants. Ils sont quand même pas prêts pour voter PS, vos militants. Et écoutez, vous savez, quand vous êtes militant à l'UMP, très souvent, vous venez du parti gaulliste, vous venez du RPR. Ouais. Il y a une tradition, il y a une filiation. C'est un parti, qui s'est construit dans la lutte contre l'extrême droite. Et très souvent, nos militants sont plus raides. Ils savent aussi que le Front National veut leur disparition. Et très souvent, nos militants sont plus raides sur cette question-là. J'ajoute, Alexis Brézet, que si je vous avais demandé, avant le vote du bureau politique, quelle serait la position sur le Nini ou la position que je défendais, vous n'auriez pas parié, vous, 19 à 20. Vous faites beaucoup de meetings, Nathalie Kosciusko-Morizet. 19 voix contre 20. 19 voix contre 22, sachant que... Donc, je ne sais pas ce que vous auriez parié. Non, mais c'est un peu... Il y avait d'un côté une position qui était soit vote blanc ou PS, et de l'autre côté, le Nini qui finalement l'a emporté de justesse. N'embrouillons pas nos auditeurs. Ce qui est important, attendez, je finis. Ce qui est important pour le premier tour et le deuxième tour aussi, c'est de voter pour les candidats qui peuvent faire l'alternance. Voter pour le FN, in fine, ça crée toutes sortes de difficultés et de turbulences pour le troisième tour et ça ne permettra pas de faire l'alternance. Donc, vous voulez faire l'alternance, vous voulez des départements bien gérés et en même temps, vous voulez envoyer un signal clair au président de la République et au gouvernement. Et ben voilà, vous votez pour les candidats de la droite et du centre. Vous faites plein de meetings en ce moment pour cette campagne départementale. À l'UMP, dans les meetings, il est assez classique de faire siffler François Bayrou ou Alain Juppé. Est-ce que vous avez essayé, lorsque vous prenez la parole, ou d'autres ténors de l'UMP, de faire siffler Marine Le Pen? Quelle est la réaction des militants à l'intérieur de ces meetings? Ça pourrait être un indice intéressant du nini et de la volonté des militants. C'est ce que je vous disais à propos de ce meeting à Voipy en Moselle, mais je pourrais vous citer d'autres exemples. Quand on nous dit qu'il y a une fusion, une confusion entre nos militants et le Front National, c'est faux. C'est faux. C'est simplement faux. C'est pas la vérité. On va en avoir une illustration peut-être, en tout cas au niveau des élus, parce que là, la question se posera pour le troisième tour, c'est-à-dire pour l'élection des présidents quelques jours après le deuxième tour des départementales. Est-ce que vous êtes certaine de pouvoir éviter les alliances entre les élus de l'UMP et le Front National ? Il est possible qu'il y ait des tentations pour les uns ici ou là, mais je suis... Ça n'ira pas au-delà de la tentation. Mais je suis certaine d'une chose, c'est que la position de l'UMP, elle est super claire et partagée par tout le monde. Pas d'alliance. Et quand je dis pas d'alliance, c'est pas d'alliance officielle, mais pas non plus d'alliance officieuse. Vous savez, le truc de couloir, qui que quoi, et puis après, il y a un vote, il y a un bulletin qui se perd. Pas d'alliance. Parce que Marine Le Pen dit si le Front National est troisième et que, par exemple, l'UMP est second et que l'ensemble, ça peut battre le PS, on proposera de faire signer un truc au candidat UMP en disant on est contre les baisses d'impôts, on veut lutter contre le communautarisme, et si l'UMP vote ça, dit Marine Le Pen, on les aidera à conquérir la présidence du Conseil général. Marine Le Pen, elle est incroyable parce que elle explique qu'elle est au-delà des partis politiques. Et puis ce matin, elle fait une interview en disant que il n'y aura pas de problème de conviction, elle fera de la politique au troisième tour et qu'en gros, ils iront échanger les voix. Elle dit qu'il faudra signer des engagements contre les impôts et le communautarisme. C'est juste le truc pas clair et le contraire de ce que les Français veulent. Moi, je propose la position de l'UMP, elle est très claire. Il n'y aura pas d'alliance, d'aucune sorte d'alliance avec le Front National. Est-ce qu'on peut juste vous demander votre objectif en nombre de départements? Vous êtes vice-présidente de l'UMP. Combien de départements? Non, Jérôme Chapuis, non. Et écoutez, je ne réponds pas à cette question parce que quand les politiques se mettent à faire les journalistes et le commentaire politique, après, vous avez plus de boulot. Mais il faut bien qu'on ait une idée de vos objectifs pour pouvoir analyser le scrutin dans 8 jours. Si prend le risque d'afficher ses objectifs, ça donne aussi de la consistance à son discours. C'est pas faire le journaliste. Mais attendez, moi je passe ça fait plusieurs semaines que je suis sur le terrain dans tous les départements qui peuvent basculer, où ça peut se passer, où il peut y avoir un fort mouvement d'alternance. Je sens, pour tout vous dire, un vrai bon mouvement. Hier, j'étais en Indre-et-Loire avec Philippe Briand, Claude Greff, Hervé Novelli et le nouveau maire de Tours, Serge Barbarie. Il y avait un vrai beau mouvement. Mercredi, je serai à Champigny avec Valérie Pécresse sous la présidence de Christian Cambon qui est là sur ce plateau ce soir. On sent un vrai beau mouvement. Le Val-de-Marne, je le dis pour nos auditeurs, c'est un des 2 départements communistes aujourd'hui en France. Avis aux électeurs, ça peut bouger, ça peut changer. Et voilà, moi je me bats sur tous les terrains et je ne vous fais pas le commentaire. Le commentaire, c'est vous qui le faites. Alors, on va continuer de vous poser des questions dans quelques instants sur les départementales, sur la vie de votre parti, l'UMP, puis sur beaucoup d'autres sujets. On va laisser passer les informations. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité ce soir, Nathalie Kosciusko-Morizet, vice-présidente déléguée de l'UMP, députée de l'Essonne, présidente du groupe UMP au Conseil de Paris. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL avec Nathalie Kosciusko-Morizet. On a parlé de Manuel Valls dans la première partie. Je voudrais qu'on en reparle un petit peu parce que le Premier ministre s'est beaucoup impliqué dans cette campagne. Il sera d'ailleurs demain dans l'Essonne, département dont vous êtes élu, en même temps d'ailleurs que Nicolas Sarkozy, pas sur la même tribune. Compte tenu de l'implication du Premier ministre dans cette campagne, est-ce que vous estimez, Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'il devrait démissionner si le résultat n'est pas bon ? Bon, écoutez, d'abord, il ne faut pas vendre la peau d'ours avant d'avoir tué. Puis moi, j'aime pas les multi-appels à la démission. C'est la responsabilité du président de la République. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une arrogance, et je déplore cette arrogance avec laquelle, alors qu'il s'est beaucoup investi dans la campagne, comme vous l'avez signalé, Manuel Valls explique du même mouvement qui ne tirera aucune conséquence d'un échec. Vous estimez, parce que Marine Le Pen dit ce matin, c'est quand même une façon de dire aux Manuel électeurs, Valls doit partir si jamais... Il doit valser. Doit valser, dit-elle. Ouais. Vous n'êtes pas sur cette ligne-là? Mais je n'aime pas les appels à la démission. On est à une semaine de l'élection. L'élection n'est pas encore passée. On ne sait pas ce qu'elle a. Ce que je déplore, je vous dis, c'est l'arrogance avec laquelle il nous dit, avant même que l'élection ait lieu, et alors qu'il passe beaucoup de son temps à essayer de soutenir les candidats avec le petit succès qu'on voit, le faible succès qu'on voit manifestement, il nous dit aujourd'hui, de toute façon, quoi qu'il arrive, je n'en tirerai aucune conséquence. Parce que c'est quand même une façon de dire aux électeurs et de dire aux Français, cause toujours. Donc, comme conséquence, il y a la démission. Vous dites, bon, je ne veux pas appeler. Il y a une autre conséquence qui peut aussi être tirée d'un échec électoral, c'est une dissolution. Après tout, si le Front National fait grosso modo 30%, l'UMP 30% et le PS 20%, on peut dire qu'il n'y a plus de légitimité politique. Est-ce que vous appelleriez à une dissolution? Non, je vous fais la même réponse. Mais il y a une troisième solution, c'est changer de politique. Soyons fous, tirer les conclusions du scrutin et changer de politique. Et là, on a eu un événement quand même grandiose cette semaine. Le président de la République, à l'envers de tous ses engagements de campagne, vous savez, la fameuse anaphore, moi, président, je ne me mêlerai pas de la vie politique, les partis, tout, a reçu les frondeurs de sa majorité. Donc, d'abord, il y a vraiment ces engagements de campagne ne veulent plus rien dire. Je ne sais pas si quelqu'un en politique osera un jour encore utiliser une anaphore. Un changement de politique, c'est pas dans le sens des frondeurs, rassurez-nous. Non, mais attendez, je signale quand même l'incohérence du personnage qui, la même semaine, reçoit les frondeurs pour essayer de consolider sa majorité et fait une interview dans le magazine Challenge en disant « Je ne changerai pas de politique, je ne changerai rien, on ne change pas une politique qui perd ». Donc la même semaine, il les reçoit et il va dire dans la presse qu'il ne les écoutera pas. Écoutez, donc vous attendez un changement de politique au lendemain des départementales? La logique, sans même attendre les départementales, d'ailleurs, la logique, quand on voit que la politique ne fonctionne pas, c'est un changement de politique. Alors, vous avez l'impression que ça fonctionne en ce moment en France? Là, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on les a. Vous trouvez que ça bouge bien? Vous trouvez que ça va bien? Il y a une troisième solution, peut-être. Donc, Manuel Valls, vous ne demandez pas à ce qu'il parte en cas d'échec du Parti Socialiste. Vous ne demandez pas non plus, Alexis Brézet, vous avez posé la question. Mais je vous dis que c'est les prérogatives du président de la République. Est-ce que vous attendez, si le Parti Socialiste devait mordre la poussière à ces élections, à un remaniement gouvernemental d'ampleur, avec peut-être d'ailleurs l'entrée de gens qui, à l'aile gauche du Parti Socialiste, pourraient modifier la politique suivie par François Hollande, mais pas dans le sens que vous voulez. Éric Revel, vous êtes un fin connaisseur du monde politique et donc vous entendez comme moi les bruits qui agitent en ce moment le couloir des assemblées parlementaires. Tout le monde dit qu'au soir d'une grande défaite pour la gauche au 2e tour, oui, il pourrait y avoir un remaniement avec démission du Premier ministre, nomination, changement de personnalité, mais tout ça pour quoi faire? Peut-être pour changer de politique, mais en menant une politique peut-être plus à gauche. Moi, j'y crois pas. Je crois que ce sera pour faire de la communication et effacer la grande claque éventuelle d'un 2e tour. Donc, tout ça, c'est du commentaire. Ça m'intéresse pas beaucoup. Ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui changer. Les institutions de la Ve République, elles sont très solides. Donc, on ne peut pas aujourd'hui changer le président de la République et changer la majorité. C'est bien malheureux, mais c'est comme ça. On a essayé avec une motion de censure récemment. Bon, voilà, au moment du vote d'une motion de censure, chacun vote en fonction de son étiquette d'élection de 2012. Donc, on fait ce qu'on peut au niveau national. Et je le dis aux Français. Moi,
J'ai un peu connu, les gens m'arrêtent de temps en temps dans la rue, mais quand est-ce que vous les fichez dehors? J'ai envie de leur dire, on fait ce qu'on peut, on se bat, mais qu'est-ce que vous voulez? Les institutions, elles sont solides. En revanche, il y a une occasion, et même il y en a deux en 2015. Il y a les départementales en mars et les régionales en décembre. Qu'est-ce que vous voulez? Le changement, il ne pourra pas venir de Paris en 2015, mais il pourra venir des territoires. Vous en avez assez, nous aussi. Exprimez-le dans les urnes à l'occasion des élections départementales en mars et des régionales en décembre. Et c'est un 2 en 1, le même bulletin, celui des élections départementales, peut vous permettre d'avoir un département mieux géré et d'avoir au niveau national un message envoyé au président de la République Nathalie et au Premier ministre. Kosciusko-Morizet, je voudrais juste qu'on revienne sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure à propos du jeu que joue, dites-vous, le Front National et le Parti Socialiste. Vous dites qu'ils jouent un jeu ensemble. Manuel Valls nous ignore et veut mettre en place une confrontation avec le Front National. Est-ce à dire que vous revendiquez, vous assumez ce terme FNPS qui a été employé par Nicolas Sarkozy et qui a été jugé par certains, y compris dans son propre camp, comme malheureux? Mais moi, je pense que c'est un terme qui recouvre malheureusement une réalité qui est celle de 30 ans de jeu dangereux du Parti socialiste avec le Front National. C'est pas Manuel Valls qui l'a inventé, hein, ça date de François Mitterrand. On le sait bien. C'est une réalité qui est triste. Parce que je le disais, moi je trouve que le Front National est un danger pour la France et on ne joue pas avec ces choses-là. Et c'est une réalité qui est dangereuse parce que c'est l'apprenti sorcier. Il met du carburant tous les jours dans la machine, mais un jour la machine lui échappe. Elle est en train de lui échapper. Mais pardon, sur ce slogan FNPS, ce qu'on vous reproche, parce que vous êtes à l'origine de ce slogan, c'est d'avoir fait un copier-coller, une espèce d'enfantillage. Quand Marine Le Pen parle du MPS, vous lui répondez, il y a FNPS. Alors, pardon, mais est-ce que c'est faire de la politique que de trouver des mots comme cela et donner l'impression d'ailleurs qu'on répond à Marine Le Pen qui a créé le mot du MPS? FNPS, c'est un terme que j'ai utilisé il y a plusieurs années dans un livre que j'avais écrit sur le Front National. Donc, c'est pas un nouvel argument pour moi à l'occasion de cette élection départementale. Pourquoi j'ai parlé de FNPS? Parce que je ne renvoie pas dos à dos l'un et l'autre. Je l'ai dit, je le redis, je n'ai pas changé d'avis sur ce sujet. Je ne renvoie pas dos à dos l'un et l'autre. Dans FNPS, on les met un peu sur le même plan. Ce n'est pas la même histoire. Mais derrière ce terme FNPS, j'essaye de décrire quoi? Une réalité de stratégie électorale qui date encore une fois de François Mitterrand. Et qu'on voit ces derniers temps avec Manuel Valls. Je pointe du doigt le Front National comme s'il était mon opposant, mon adversaire, comme pour effacer tous les autres. Écoutez, je le redis, la responsabilité en démocratie d'un responsable de la majorité, c'est de dialoguer, de débattre avec son opposition. Et Manuel Valls fait tout pour fuir le débat sur les questions de fond, fuir le débat sur son bilan, fuir le débat sur les questions qui préoccupent les Français, en agitant le sujet du Front National. Je vous donne un exemple très concret. Je vous disais, je fais le tour en ce moment d'un certain nombre de départements, des meetings de soutien. Les Français, ils me parlent de quoi? Le premier sujet, parce que je fais toujours des questions-réponses à l'issue. Les Français me parlent comme premier sujet du chômage. Le chômage, pour soi, ce qui n'est pas toujours facile, parce que aller dans un meeting en disant « je suis au chômage », c'est pas forcément simple. Il y a encore une barrière culturelle là-dessus. Ils me parlent de la peur du chômage, pas aujourd'hui, mais demain, parce qu'ils sont dans une entreprise, dans un secteur où ils ont peur des difficultés. Ils me parlent de la peur du chômage pour ceux qu'ils aiment. C'est ça les sujets aujourd'hui des Français. C'est pas le petit jeu politique de Manuel Valls, dont on voit bien les enjeux internes à la gauche. Mais est-ce que la droite n'a pas aussi une responsabilité? Parce qu'on peut aussi bien dire que ça n'est pas avec un petit jeu de slogans ou de sigles type FNPS que la droite fera reculer le Front National. Comment la droite fait reculer le Front National? Là, vous avez raison. C'est sur la bataille, c'est sur le terrain des idées. Mais nos candidats, en ce moment, sur les départementales, ils sont sur le terrain des programmes. On en parle malheureusement trop peu. Il y a un paradoxe, vous savez, sur les élections départementales. Les départements, c'est vraiment des compétences de proximité qui touchent à la vie quotidienne. Voilà. Alors, le gouvernement n'a pas aidé beaucoup à faire connaître et aimer ces élections. Il en a changé le nom, il a changé le découpage des cantons, il a changé le mode de scrutin. Et en plus, il a mis à la discussion une loi qui change les compétences départementales et qui n'est même pas définitivement votée alors qu'on va faire l'élection. N'empêche que les compétences, et elles ne seront pas tellement modifiées du Conseil général, c'est les collèges, les routes, c'est le social de proximité, c'est les associations d'aide au maintien à domicile. C'est pas ce que vous dites là.
C'est pas en parlant uniquement des compétences départementales que vous allez faire reculer le vote Front National. Enfin, je crois pas. Pas que Alexis Brézet, mais c'est avec des candidats qui sont sur le terrain, qui sont en proximité et qui disent aux Français qu'ils ne sont pas abandonnés. C'est aussi ça la politique. Nathalie Kosciusko-Morizet, il faut qu'on évoque aussi... Pardon, un mot, les Français sont très choqués quand ils découvrent que les candidats du Front National ne sont pas du tout du coin impliqués. C'est un des arguments qui accroche l'oreille. On peut retourner votre remarque et noter que pour des candidats qui arrivent de nulle part, c'est ce que vous dites, parfois pour le Front National, le fait que dans les intentions de vote, le Front National soit très haut, ça veut dire que ça répond à pour les gens qui votent Front National, à un besoin. Comment expliquez-vous que je ne dis pas qu'il n'y a que des enjeux locaux, la France, évidemment. Ce qu'on appelle... Je vous dis que quand même, c'est une élection départementale, il faut aussi rappeler les enjeux locaux, parce qu'on vote quand même pour que son département soit bien géré. Il y a beaucoup d'argent au niveau du département. Donc quand même, c'est ma responsabilité de vous dire, il n'y a pas que des enjeux nationaux dans cette élection, il y a des enjeux locaux. Un leader de l'UMP ou du Parti Socialiste faire une sorte de mea culpa quand même. Comment se fait-il que le Front National ait préempté, comme il le fait dans les intentions de vote, ce qu'on appelle... la France d'en bas, les Français qui sont devenus presque étrangers à leur propre pays alors qu'ils sont majoritaires. Comment se fait-il que l'UMP, le RPR avant, que le Parti Socialiste, que le Parti communiste n'ait pas capté, n'ait pas intéressé par leur discours et leur programme ces électeurs? C'est un des enjeux de la rénovation de l'UMP. Moi, je ne vous dirais pas qu'on a tout bien fait. D'abord, quand on perd, c'est forcément qu'on a raté des choses. Et puis, c'est vrai que le spectacle qu'a donné l'UMP depuis 2 ans et demi... n'était pas très attractif. Mais la question qui est derrière tout ça, la question d'Éric, c'est est-ce que c'est rattrapable? Est-ce que c'est pas définitif? C'est-à-dire que vous avez perdu en 2012. Et c'est pour ça que l'UMP se rénove. Aujourd'hui, c'est un peu un travail en temps masqué, parce que pour les élections départementales, voilà, tout le monde est sur le terrain et on ne parle pas sur toutes les estrades de la rénovation de l'UMP. Mais moi, je travaille beaucoup avec tout un groupe de cadres, de parlementaires, d'élus, de militants sur la rénovation de notre mouvement politique. Ce sera le 30 mai. Nicolas Sarkozy a annoncé la date. Il y aura un congrès de refondation. Et un des objectifs, une des questions que je me pose dans cette refondation à laquelle je veux répondre, c'est comment on fait pour replonger nos racines en profondeur dans la société, dans les territoires, comme ça a été le temps à certaines autres époques de ma famille politique. Par exemple... Ce que le Front National a manifestement réussi, puisque c'est lui qui présente le plus de candidats sur tout le territoire. Oui, enfin, il faut voir aussi le profil des candidats. Après, on peut... Vous avez vu quelques scandales. Vous avez bien vu qu'il y avait aussi des candidats dont on disait qu'on ne les voyait pas du tout sur le terrain, qu'ils n'étaient pas du camp. Bon, stigmatiser le Front National. Les candidats sont stigmatiser le Front National. Vraiment pas insérés comme lui, pas de la même manière. Enfin, si vous voulez Alexis, pas stigmatiser le Front National, comme le dit Manuel Valls. Il dit, moi, je revendique le fait de stigmatiser le Front National. Ça marche encore, il faut le faire, ou ça marche plus? Moi, je pense qu'il faut, concernant le Front National, dire 2 choses. Et il n'y a pas de raison d'abandonner un argument pour l'autre. Je dis, moi, je renvoie pas dos à dos le PS et le FN. Le FN, c'est une histoire avec laquelle Marine Le Pen n'a pas cherché à rompre. Elle a cherché à s'élargir pour avoir plus d'audience. Mais vous dites qu'il faut stigmatiser le Front National ou le diaboliser? Et il faut Parce qu'il y a une discussion là-dessus. Et il faut le rappeler. Moi, je vous dis qu'il faut rappeler cette histoire-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, qu'est-ce que ça donnerait, le Front National? C'est quoi le programme du Front National? Quand même, le meilleur argument contre le Front National, aujourd'hui, c'est son programme. La sortie de l'euro, c'est tout de suite moins 30% de valeur pour vos économies qui sont à la banque. Et tout le monde en a, et moins 30%, ça fait beaucoup. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous évoquiez mais vous savez, même quand on a les petites économies, moins 30%, ça fait encore plus cher, entre guillemets, parce que c'est plus douloureux. Quelques questions précises. Vous évoquiez la rénovation du parti, de l'UMP. Qu'est-ce que vous pensez du nom Les Républicains, qui manifestement est à l'étude et qui aurait les faveurs de Nicolas Sarkozy? Oui, ça me fait rire parce que... Parce que ça fait penser à George Bush? Non, ça me fait rire parce que... François Léotard? Parce que je vois que tout le monde parle beaucoup du nom et pour... c'est important. Pour être... oui, mais justement... vous savez, c'est toujours ceux qui parlent qui en savent le moins. Je ne vais pas vous en parler. Donc vous ne dites rien, vous savez tout, alors expliquez-nous. Écoutez, c'est un bon nom ou pas un bon nom? Alors attendez, on est à 8 jours d'une élection dont je viens de vous dire qu'elle était importante. Donc je trouve qu'il n'est pas très actuel de débattre aujourd'hui du nom de notre famille politique dont la refondation se fera le 30 mai. Maintenant, la référence à la République, c'est toujours une bonne chose. Voilà, la République, c'est ce qu'on a en partage. On a tous en partage et plus encore ceux
qui ont moins. Parce que quand on n'a plus rien, finalement, avoir cette espérance-là, donc ça n'est pas une fausse piste. Ça n'est pas une fausse piste. Il a bien été déposé. Il a bien été déposé le nom auprès de l'Institut national de propriété intellectuelle. Je crois que les révolutionnaires disaient que le bonheur était une idée neuve en Europe. Vous allez loin. Il me semble que la République est une idée. Ben oui, alors, enfin bon. Ça juste, ça c'est mal fini. Enfin, bon, allez-y, continuez. Je sens que vous voulez faire le tri entre les révolutionnaires. N'entrons pas là-dedans. Ce serait trop long. Mais la République est une idée neuve, une idée renouvelée. Donc les Républicains, ce serait un bon nom pour suppléer à celui de l'UMP. La référence à une République, c'est important. Et les logos qu'on voit circuler, je pense d'ailleurs que pour les téléspectateurs d'LCI, on peut les voir à l'écran. Les logos qui ont été dévoilés ce matin par le journal du dimanche, qui apparemment ont été déposés à l'Institut de la propriété intellectuelle. Tout ça, c'est sérieux aussi ? Il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a tellement de gens qui parlent que là, on voit des choses. C'est même ce sont les images qui... Regardez, ils ont été déposés, ces logos, quand même. Vous êtes au courant, vous êtes vice-présidente de l'UMP. Les gens sont très indiscrets, j'ai rien à vous dire, monsieur. Non, mais c'est pas la peine. Une dernière question. Dernière question, on n'ira pas jusque-là. Ça coûte cher de mener des études pour changer le nom. Enfin, on connaît la situation financière de l'UMP. Ça coûte cher, toutes ces études sur le nom, le logo. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'un changement de nom, ça vient parachever un travail qui situe bien au-delà. Qu'est-ce qu'on recherche dans la refonte de l'UMP ? On cherche une base élargie, je le disais, qui plonge ses racines profondément dans le territoire. Un parti plus décentralisé, qui laisse meilleure place aux initiatives locales. Un parti qui utilise mieux les outils numériques et notamment qui sollicite régulièrement ses adhérents, voire qui se laisse interpeller par lui, donc qui crée un droit d'interpellation. Puis on essaie de oublier les mauvaises images aussi en changeant de nom. Vous le rappeliez vous-même. On tourne la page et en même temps on modernise. Vous disiez la République, on l'a tous en partage. Est-ce que c'est pas un peu le problème de ce nom ? C'est-à-dire que républicain, le PS est républicain, Mélenchon est républicain, l'UMP est républicain, Marine Le Pen dit qu'elle est, alors vous allez peut-être nous dire qu'elle ne l'est pas. Mais finalement, en quoi ça caractérise un parti politique de dire les républicains ? Peut-être qu'il y en a qui défendent plus et mieux la République que d'autres. La République, elle est à ceux qui la défendent. Enfin, elle est à tous, mais en particulier à ceux qui la défendent, qui la revendiquent. Et ça caractérise donc un parti de dire républicain ? Écoutez, je vous ai dit que je vous en parlerai pas plus. Nathalie Kosciusko-Morizet, on a compris que vous ne nous en parleriez pas plus. On a appris aujourd'hui que vous veniez de démissionner de la fonction publique. Pour quelle raison ? C'est quelque chose que j'avais lancé il y a longtemps. Je trouve que à l'heure où les Français sont exposés au grand vent de la mondialisation, chacun en situation de risque, c'est logique que les hommes politiques, les parlementaires ne multiplient pas les filets de sécurité. Nathalie Kosciusko-Morizet, pardon, mais les Français exposés à la mondialisation, le chômage qui croît dans ce pays, les Français qui souffrent, ça date pas d'une semaine avant les élections départementales. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas décider avant de quitter votre fonction d'ingénieur des ponts et chaussées ? J'ai décidé en 2012. Et il faut savoir comment on fait. C'est si important. Non, c'est quelque chose que j'ai décidé en 2012 et j'avais la campagne de Paris et voilà, je ne me suis pas occupée pendant la campagne de Paris. C'est tout un truc et tout un système. Ça change pas. C'est une dimension symbolique. Moi, je trouve que ça a du sens en quelque sorte au bout d'un certain temps. C'est-à-dire, je ne trouverais pas forcément raisonnable de demander à un jeune parlementaire qui vient d'arriver de démissionner de la fonction publique quand il vient de la fonction publique. Je me souviens, dans mon premier mandat parlementaire, j'étais à côté d'une femme formidable qui était infirmière hospitalière. Elle avait été élue à la faveur de la vague bleue de 2002. Elle a fait d'ailleurs un très beau travail comme parlementaire, pas forcément très grand public. Ce n'était pas une figure de l'Assemblée nationale, mais elle a fait un très beau travail de fond. Elle avait participé à la réforme du statut des infirmières, tout ça. Elle a été battue en 2007. Elle a retrouvé, et c'était bien, ses fonctions d'infirmière hospitalière. Il ne faut pas que ce soit systématique. Donc, je pense que ça n'est pas forcément quelque chose à faire tout de suite, mais au bout d'un certain temps, voilà, c'est normal qu'il y ait un choix. J'ouvre juste une parenthèse, le fait de pouvoir récupérer son job de fonctionnaire une fois qu'on est battu, c'est aussi ce que dénoncent certains pour dire il y a beaucoup de fonctionnaires qui se présentent à l'Assemblée nationale, parce que quand on est dans une entreprise privée et qu'on quitte son job, quand on est battu, on ne le récupère pas. Mais c'est pour ça que je vous dis que je pense que c'est logique de le faire. Voilà, quand on a vraiment choisi la politique, parce que c'est un engagement total. Je prends cet exemple de cette collègue infirmière qui avait fait un mandat de députée. J'aurais trouvé ça dommage qu'elle ne puisse pas retrouver son job. Et donc Bruno Le Maire avait déjà pris une décision identique. Est-ce que vous pensez que ça va faire école et vous suggérez ça à vos petits camarades ? C'est un choix personnel. Hein. Je fais pas.
Je ne fais pas profession de vertu, moi. C'est un choix personnel. Chacun fait comme il veut pour lui-même, mais je donne mes motifs. Je pense que c'est des motivations fortes. Est-ce qu'on peut être à la fois vice-présidente de l'UMP et songer à la primaire pour 2017? Et pourquoi pas? Donc vous y songez? Ah, c'est une question comme ça. Écoutez, moi, je suis complètement investie dans ce que je fais aujourd'hui et je veux rester libre en 2016 si je trouvais que les idées qui sont les miennes, les convictions que je porte, parfois de manière un peu forte, dans les instances ne sont pas représentées. Je veux être libre de pouvoir y aller. Mais c'est un choix pour 2016, c'est pas un choix pour 2015. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne soutenez pas totalement Nicolas Sarkozy dans sa démarche, si on il vous est comprend candidat à bien. la primaire. Non, Oui, on imagine qu'il n'est pas retenu uniquement pour diriger l'UMP. Vous allez, écoutez, je vais vous dire un proverbe chinois et pas de n'importe quel Quand chinois. on veut sortir d'une question Il embarrassante, est... on cite Non, un attendez, proverbe il est de chinois. Mao. Jérôme Chapuis, il est de Mao. Il est de Mao. Alors allez-y. La soupe chaude, elle se mange cuillère après cuillère, sinon on se brûle. Voilà, vous appréciez. Très bien. Alors moi, mon job de journaliste, c'est de vous Voilà. poser la question. Et donc, Est-ce que moi, ça j'ai pose pas pas du un tout problème de l'intention de me loyauté? brûler. Est-ce que ça ne pose pas un problème de loyauté à l'égard de Nicolas Sarkozy, qui vous a choisi comme vice-présidente de l'UMP, de songer à la primaire, alors que lui, manifestement, il songe aussi? Nicolas Sarkozy est totalement président de l'UMP. Et l'année 2015, c'est quoi? C'est 2 élections, la départementale, la régionale et la refondation du parti, pour lequel on travaille ensemble et de manière, je veux dire, c'est beaucoup de boulot. Ça, c'est l'année 2015. Après, en 2016, il y aura d'autres choix. Eh ben, on verra à ce moment-là. Parce que la question qu'il y a derrière, c'est aussi quelle est votre... Comment dire, la nature de la relation entre Nicolas Sarkozy et vous? Est-ce qu'aujourd'hui vous le considérez comme le patron? Certains disent que c'est votre mentor, vous dites même que vous êtes sa protégée. On lit ça. On lit ça, on lit les choses folles. Hein. On a toujours, quand c'est des femmes en politique, on essaye toujours de leur trouver. Vous pouvez pas juste penser que je suis quelqu'un d'assez libre, avec des convictions fortes et qui sait s'engager quand il y a besoin. Je suis complètement engagée dans la rénovation de l'UMP. C'est quelque chose que je porte depuis avant même cette campagne-là, depuis 2012. En 2012, j'avais fait campagne pour avoir les parrainages pour la présidence de l'UMP, parce que autour de cette idée de la refondation du parti, à l'époque, je disais déjà qu'il fallait tout transformer à l'UMP, parce que je pensais qu'après les événements de 2012, c'était nécessaire, qu'on avait besoin de moderniser. À l'époque, il n'y avait pas le même besoin de tourner la page, comme vous dites. Mais je pensais qu'on avait déjà besoin de moderniser. Donc avoir la chance de pouvoir le faire en 2015 et pouvoir le faire avec un président comme Nicolas Sarkozy, qui est totalement engagé dans la présidence de l'UMP. Et ça surprend beaucoup les journalistes. Alors, je vous dis ça parce que j'ai l'impression que dans les commentaires qu'il y a sur Nicolas Sarkozy, une des sources du malentendu, c'est que un candidat et un président, c'est pas la même chose. Et un jour, peut-être, probablement, Nicolas Sarkozy sera à nouveau candidat. Mais enfin, aujourd'hui, il est président. Un président, il cherche à rassembler, il fait un travail de fond. Et parfois, d'ailleurs, il est amené à moins cliver qu'il voudrait, ou que son tempérament, soit son tempérament le porterait, parce qu'un président, il doit rassembler. Bah oui, moi, je suis à l'aise avec cette pratique de la présidence de l'UMP. Que vous, comme Roger Carucci, qui dit « je voudrais le retour du boss, parce que maintenant, c'est plus le vrai patron ». Nicolas Sarkozy a choisi, c'est un chemin courageux, de devenir président d'une famille politique en reconstruction. C'est pas facile. Hein, là. Quand vous êtes candidat, vous avez d'une certaine manière plus de liberté. Il y a quelque chose d'aride, il y a quelque chose d'un peu sévère à ce chemin. De laborieux? Oui, un peu, forcément. La présidence d'un mouvement politique, vous savez, dans une période dans laquelle, en plus, vous le dites vous régulièrement, les journalistes, mais vous avez raison, il y a une grande... il y a une prise de distance des citoyens avec le politique. La présidence d'un parti politique, c'est aride, c'est sévère, c'est pas forcément très... Alors, il paraît que vous l'avez reproché, vous le savez bien, à Nicolas Sarkozy, d'envisager qu'il faille le parrainage de 25 parlementaires pour se présenter à la primaire. Parce que vous trouvez que c'est trop 25 parlementaires, ou peut-être que vous pensez que vous n'aurez pas les 25 parlementaires? Parce que je trouve qu'une primaire ouverte, c'est une primaire dans laquelle tous les électeurs qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite et le centre, qui veulent l'alternance, doivent pouvoir participer, mais dans laquelle il faut aussi que les candidats puissent participer. Ouais. Alors, évidemment, il faut vous soupçonne de penser à vous, évidemment. Il faut écarter les candidatures qui pourraient être fantaisistes. D'accord. Mais si vous voulez que sur la primaire de la droite ou du centre, d'abord, il faut que les centristes puissent se présenter. Et puis, il y a autre chose. C'est qu'on sera à moins d'un an de l'élection législative. Les parlementaires, ils ont besoin d'une investiture pour l'élection législative. Il ne faut pas que ce soit le président du parti qui décide qui peut être candidat à la primaire,
Parce que c'est lui qui tiendra les investitures des parlementaires. Je veux que les gens soient libres. Combien Voilà. de parlementaires il faut comme parrainage ? Nicolas Sarkozy, qui a écrit un jour un livre qui s'appelait Libre, il est sensible à ces arguments. Combien il faut de parlementaires pour le parrainage, à votre avis ? Puisque 25, c'est trop ? Pas une dizaine. Enfin, de quoi écarter les candidatures qui auraient pas... qui seraient des trucs primaires, qui n'auraient pas lieu d'être, qui n'auraient pas de sens, mais en même temps que ça reste ouvert. Bon. Ou alors, ce n'est pas une primaire ouverte. Nathalie Kosciusko-Morizet, je vous coupe parce que l'émission est terminée. On aura quand même retenu que non seulement vous songiez peut-être à la primaire, en tout cas, vous étiez très attentive à ses modalités et à son organisation. Merci d'avoir été l'invité de ce grand jury. Dans un instant sur RTL en direct de l'équipe avec Ludovic Van de Kerkhove. Et puis, on va se retrouver pour le grand jury, le débrief avec Alexis et Eric dans quelques minutes sur LCI et ensuite sur RTL.fr et lefigaro.fr. Très bonne soirée.